Bienvenue sur votre chaîne Icônes et Silences. Aujourd'hui, nous allons toucher à une légende sacrée. Sous les ors du palais Garnier et sous les projecteurs du monde entier, Patrick Dupont était bien plus qu'un danseur étoile. Il était l'enfant chéri de la France, un ange turbulent qui défiait la gravité avec un sourire éclatant. Pour le public, il était la lumière incarnée, la preuve vivante que le talent pur peut tout vaincre. Mais derrière le rideau de velours rouge, loin des applaudissements qui font trembler les murs, se cachait une réalité bien plus sombre, une réalité faite de silence et de blessures invisibles. On dit souvent que les étoiles brillent à plus fort avant de s'éteindre, mais on oublie souvent de demander qui a tenté de les briser. Avant de nous quitter, Patrick Dupont a fait quelque chose que peu d'icônes osent faire. Il a brisé l'omerta. Il a levé le voile sur les trahisons, sur l'abandon et sur cette brutalité feutrée qui règne dans les coulisses de la haute société. Il a parlé de ceux qui l'ont porté au nu pour mieux le laisser tomber lorsque ses ailes se sont brisées. Alors, qui sont ces ombres qui ont hanté la vie du danseur solaire? Comment une icône nationale peut-elle se retrouver seule face à son propre reflet dans une chambre d'hôpital silencieuse? Et surtout, quels sont ses noms et ses actes qu'il a choisi de ne jamais oublier, même s'il a fini par pardonner pour trouver la paix? Dans cet épisode, nous n'allons pas simplement retracer une carrière, nous allons écouter la vérité d'un homme. Préparez-vous, car l'histoire de Patrick Dupont n'est pas un conte de fées, c'est une leçon de survie. Pour comprendre la chute vertigineuse qui allait suivre, il faut d'abord regarder l'ascension, une ascension fulgurante née d'une blessure primitive. Tout commence par un manque, un vide immense laissé par l'absence d'un père qui a quitté le navire bien trop tôt. Le petit Patrick n'est pas un enfant comme les autres, c'est une boule d'énergie brute. Un enfant que l'on renvoie des écoles, un gamin que l'on dit ingérable parce qu'il ne tient pas en place. Mais le destin a un autre plan pour lui, et ce plan porte un nom, Max Bozzoni. Cet ancien danseur étoile ne voit pas un enfant turbulent, il voit un don du ciel, il voit un feu sacré qui ne demande qu'à brûler sur scène. C'est ainsi que Patrick entre à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Un lieu de rêve pour beaucoup, mais aussi une caserne impitoyable où la discipline brise les faibles. Pour Patrick, la danse n'est pas un simple loisir, c'est une question de vie ou de mort. C'est la seule façon d'être aimé, la seule façon d'exister aux yeux du monde et de combler le silence de son enfance. Dans les couloirs froids et austères de l'opéra, il apprend à dompter son corps, à transformer sa douleur physique en beauté pure, acceptant le sang dans les chaussons comme le prix à payer pour l'excellence. Très vite, il brûle les étapes, il bouscule les codes poussiéreux et aristocratiques du ballet classique avec une insolence magnifique. Il n'est pas seulement un danseur, il devient une bête de scène, un virtuose qui mélange la grâce d'un ange et l'audace d'une rockstar. Lorsqu'il remporte la médaille d'or au concours de Varna, c'est la consécration mondiale, et la France entière tombe amoureuse de ce jeune homme au sourire ravageur. Il est partout, à la une des magazines, sur les plateaux de télévision, il devient le visage d'une France talentueuse et libre. Le public voit en lui l'enfant prodige, celui à qui l'on pardonne tout, ses caprices, ses retards, ses excès de vitesse. Parce que dès qu'il s'élance dans les airs, le temps semble s'arrêter. Chaque saut est une victoire sur sa solitude, chaque ovation est un pansement sur son cœur d'enfant abandonné, et il se sent invincible, porté par une grâce qui semble divine. Il est le roi soleil de l'opéra, intouchable, adoré des foules et protégé par son immense talent. Mais, mesdames et messieurs, c'est souvent au sommet de la gloire que le vertige est le plus dangereux. Alors que les projecteurs l'aveuglaient d'amour, Patrick ne voyait pas que l'industrie qui l'avait couronné commençait déjà à aiguiser ses lames dans l'ombre.
Il ne savait pas encore que cette liberté sauvage, qu'il chérissait tant, allait devenir son pire crime aux yeux d'un système rigide qui ne tolère pas les électrons libres. Le piège était déjà tendu. Le destin avait commencé son compte à rebours, et sans le savoir, l'enfant chéri de la danse s'apprêtait à commettre le faux pas qui allait tout faire basculer. L'année 1997 marque le début de la fin, le moment précis où le rêve tourne au cauchemar. Un nouvel homme fort arrive à la tête de l'Opéra de Paris. Hugues Gall, un administrateur rigide qui ne goûte guère aux fantaisies de son étoile la plus brillante. Entre l'institution séculaire et l'électron libre, la guerre est déclarée, sourde et brutale. Patrick, qui pensait naïvement que son talent le protégeait de tout, reçoit alors une simple lettre recommandée qui va le foudroyer sur place. Il est licencié, mis à la porte de sa propre maison pour une faute que l'on qualifie d'insubordination, simplement pour avoir accepté d'être juré au Festival de Cannes sans l'accord de sa direction. Imaginez la violence du choc. Lui qui a donné sa sueur, son sang et sa jeunesse à cette institution se retrouve traité comme un vulgaire employé indésirable. Il confiera plus tard que ce rejet fut pire qu'une blessure physique. C'était une trahison intime, le sentiment d'être orphelin une seconde fois, rejeté par cette mère exigeante qu'est l'opéra. Dévasté, Patrick sombre, il perd ses repères. Il tente de fuir cette réalité trop cruelle en se noyant dans une vie d'excès, cherchant désespérément à combler le vide béant laissé par la danse. Mais le destin, cruel et insatiable, n'en avait pas fini avec lui et lui réservait une épreuve encore plus terrifiante. Janvier 2000, sur une route humide entre Le Havre et Paris, la tragédie frappe de plein fouet. Sa voiture quitte la route et s'embrase, transformant l'habitacle en un piège de feu et de métal tordu. Lorsqu'on l'extrait de la carcasse fumante, Patrick n'est plus le danseur aérien que le monde admirait. Il n'est plus qu'un corps brisé, une poupée désarticulée. Le bilan est effroyable. 134 fractures, les vertèbres touchées, les poumons brûlés et une main grièvement atteinte. Il se réveille dans la blancheur aseptisée d'une chambre de réanimation, prisonnier d'un corps qui ne répond plus, cloué sur un lit de douleur. C'est à cet instant précis que les médecins prononcent la sentence froide et définitive, des mots qui résonnent comme un arrêt de mort pour un artiste. Ils lui disent qu'il ne dansera plus jamais, qu'il devra s'estimer heureux s'il parvient simplement à marcher à nouveau sans assistance. L'Icare de l'opéra s'est brûlé les ailes, et cette fois, il semble qu'il n'y ait plus aucun espoir de remonter vers la lumière. Pourtant, c'est au fond de ce gouffre, alors que la morphine coule dans ses veines pour apaiser l'insupportable, que Patrick va découvrir la vérité la plus amère de son existence. Car le silence qui règne dans sa chambre d'hôpital est assourdissant. Et il est sur le point de réaliser que la solitude du champion déchu est bien plus terrifiante que la mort elle-même. Dans la pénombre de sa chambre d'hôpital, alors que son corps luttait minute après minute pour ne pas sombrer, Patrick a dû affronter une douleur bien plus coupante que celle de ses os brisés. C'était la douleur du silence, ce silence assourdissant qui remplace soudainement le bruit de la gloire. Pendant des années, il avait vécu entouré d'une cour bruyante, d'amis de circonstance, de producteurs avides et d'admirateurs qui juraient ne vivre que pour lui. Son téléphone ne cessait jamais de sonner. Chaque seconde de sa vie était sollicitée. On se battait pour une minute de son attention, pour une parcelle de sa lumière. Mais maintenant qu'il était là, immobile, cloué sur un lit, dépendant des autres pour les gestes les plus simples, le téléphone s'était tu, comme par enchantement. Il a vu, avec une lucidité terrifiante, le vide se faire autour de lui. Ceux qui, hier encore, buvèrent le champagne à sa table et profitaient de sa générosité légendaire, avaient disparu, volatilisés dès l'instant où la fête s'était arrêtée.
Il a compris, dans sa chair meurtrie, la cruauté de ce milieu qu'il avait tant aimé. Pour eux, il n'était pas un homme, il n'était pas un ami, il était une fonction, une image, un trophée que l'on exhibe tant qu'il brille et que l'on jette dès qu'il se fissure. On ne visite pas une étoile éteinte, on ne s'attarde pas au chevet d'un danseur qui ne peut plus marcher, car cela renvoie une image trop brutale de la fragilité de la vie. Cette solitude glaciale aurait pu le tuer, elle aurait pu le pousser à abandonner définitivement la partie, car à quoi bon se battre si personne ne vous attend dehors? Il se sentait trahi, abandonné par cette famille artistique qu'il s'était choisie, laissé pour compte comme un accessoire usé après la représentation. C'est dans ces nuits d'insomnie, hanté par les fantômes de sa vie passée, qu'il a dressé mentalement la liste de ceux qu'il avait oubliés. Il a gravé dans sa mémoire les noms des absents, non pas pour se venger, mais pour savoir, enfin, qui il était vraiment sans ses costumes de scène. Mais ce que ses faux amis ignoraient, c'est que cette solitude n'allait pas l'achever. Au contraire, elle allait rallumer en lui une flamme que l'on croyait éteinte, une colère sourde et vitale qui allait devenir le moteur de la plus incroyable des renaissances. Ils pensaient l'avoir enterré, mais ils avaient seulement semé les graines de son retour. Contre toute attente, contre les diagnostics des plus grands spécialistes qui le condamnaient au fauteuil roulant, Patrick s'est relevé. Ce fut un combat de chaque seconde, une guerre déclarée à son propre corps, où chaque pas était une torture, chaque mouvement un défi aux lois de la médecine. Il a appris à marcher de nouveau comme un enfant. Il a dompté la souffrance avec la même discipline de fer qui avait fait de lui une étoile. Et le miracle a eu lieu. Non seulement il a marché, mais il a fini par remonter sur scène, un exploit qui relève de l'impossible. Mais sa plus grande victoire n'était pas physique, elle était morale. Avant de quitter ce monde, Patrick a choisi de briser le silence, refusant d'emporter ses secrets dans la tombe. Dans son livre et ses dernières interviews, il a réglé ses comptes, non pas avec haine, mais avec une lucidité tranchante qui a fait trembler les murs de l'institution. Il a mis des mots sur ces mots. Il a osé nommer ce système ingrat qui prend des enfants, les presse comme des citrons pour en extraire le talent, et jette l'écorce quand elle est usée. Il a parlé de ce directeur qui l'avait licencié comme un malpropre, citant cet épisode comme la blessure originelle qui avait précipité sa chute. Il a dénoncé l'hypocrisie d'un milieu qui sourit devant les caméras mais qui plante des poignards dans le dos dès que les lumières s'éteignent. Il a regardé en face ceux qui l'avaient trahi et il leur a offert la plus cruelle des vengeances, le pardon. Il a dit publiquement qu'il leur pardonnait, non pas pour les absoudre, mais pour se libérer lui-même, pour ne pas laisser leur poison couler dans ses veines une minute de plus. Il a prouvé qu'on pouvait tout lui prendre, ses titres, sa santé, sa place à l'opéra, mais qu'on ne pourrait jamais lui prendre son âme. Jusqu'à son dernier souffle, il a choisi d'aimer. Il a choisi la lumière, laissant ses détracteurs dans l'ombre de leurs propres regrets. Il avait compris que la meilleure réponse à la trahison n'est pas la vengeance, mais le bonheur. L'histoire de Patrick Dupont est bien plus que celle d'un danseur surdoué. C'est le récit universel de la chute et de la rédemption. Il nous a montré que même lorsque les ailes sont brisées, l'esprit, lui, peut toujours continuer de voler. Mais son parcours nous force aussi à nous poser une question dérangeante sur notre propre soif d'icône. Sommes-nous prêts à accepter que nos idoles soient infaillibles, qu'elles saignent, qu'elles pleurent et qu'elles aient besoin d'amour, bien plus que d'applaudissements? Combien d'autres étoiles devront s'éteindre dans la solitude avant que nous n'apprenions à écouter leur silence? Patrick est parti, mais il nous laisse en héritage sa vérité, une vérité nue et sans artifice. Il nous rappelle que derrière chaque légende, derrière chaque visage glacé sur papier glacé, il y a un être humain qui cherche simplement sa place dans le monde.
Ici, sur Icônes et Silences, nous continuerons de lever le voile sur ces destins extraordinaires, pour ne jamais oublier que la gloire a toujours un prix. Si cette histoire vous a touché, si vous voulez entendre ceux que l'histoire a tenté de faire taire, abonnez-vous et activez la cloche. D'ici la prochaine histoire, n'oubliez jamais d'écouter ce que les silences ont à vous dire. Au revoir.